Alors Bernard Évin, décorateur peintre, étude esthétique de la pratique et des gestes d'un décorateur de cinéma. Dans le cadre de mon travail de thèse, j'étudie la carrière professionnelle et les décors de cinéma de Bernard Évin. Alors qui est-il et pourquoi mener des recherches sur le parcours de cette personne en particulier? Pour commencer et pour introduire ma présentation, quelques mots sur Bernard Évin. Diplômé des Beaux-Arts de Nantes puis de l'IDEC en 1951, donc l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, Bernard Évin débute sa carrière au début des années 50, une période charnière pour le métier de décorateur de cinéma, marquée par la fin de l'hégémonie des studios en France et le développement des tournages en décors naturels. Son enseignement à l'IDEC repose principalement sur les pratiques et les gestes hérités de l'expérience des chefs décorateurs tels que Hugues Laurent, Georges Vaquevitch, Alexandre Trauner ou Léon Barsac. Ces derniers sont perçus comme les garants d'une forme académique caractéristique de la qualité française dont le studio serait l'antre. Après sa formation, Bernard Évin réalise ses premiers projets auprès de la Nouvelle Vague. Alors entre autres, Claude Chabrol, François Truffaut ou Jean-Luc Godard font appel à lui. Il débute donc sa carrière auprès d'une nouvelle génération de cinéastes moins expérimentés, dont ses professeurs critiquent l'amateurisme et surtout le manque de considération pour les métiers de la technique et les pratiques antérieures. Alors Bernard Évin se trouve dans un entre-deux, entre les traditions de son corps professionnel et les expérimentations plutôt novatrices, parfois revendicatrices, d'une nouvelle génération. Très vite, Bernard Évin se distingue de ses contemporains par un emploi audacieux des couleurs dans ses décors. À l'approche de teintes rutilantes, il assouvit ce qu'il appelle ses envies de peintre et s'inscrit ainsi dans la lignée des décorateurs peintres. Il pense ses décors comme un peintre ou un coloriste enluminerait sa toile. Son utilisation audacieuse de la couleur à une période où la majorité des techniciens en craignent les effets à l'image et sur les spectateurs lui permet d'explorer les particularités des décors de cinéma dans leur rapport aux autres formes d'art comme la peinture. Le but de mon travail est donc de déterminer une esthétique des décors de Bernard Évin, de comprendre sa démarche de travail dans un contexte particulier, une période charnière pour le métier de décorateur de cinéma en France. Aujourd'hui, pour cette présentation, je vous propose de découvrir l'envers du décor, de comprendre ce qui se cache derrière la nomination décorateur peintre et par extension d'essayer de dévoiler une partie de l'identité artistique de Bernard Évin. Alors comment procéder? À l'échelle de ma thèse, pour déterminer l'esthétique des décors de Bernard Évin, je mène une étude génétique. C'est-à-dire que je tente de suivre chacune des étapes de conception d'un décor à partir de documents d'archives préservés, dans mon cas, majoritairement à la Cinémathèque française. Selon les ressources disponibles, je retrace le chemin de création d'un décor. Donc je commence par lire le scénario, parfois il est annoté par le décorateur. J'analyse la maquette, donc la première ébauche du projet, ce qui se rapproche le plus justement d'un brouillon destiné à rechercher et traduire en images les spécificités du scénario et l'ambiance singulière dans laquelle les personnages évolueront. Je recherche ensuite des documents administratifs ou des documents liés à la production ou bien des entretiens pour comprendre comment le décor a ensuite pris forme, comment le décorateur a travaillé avec les autres chefs de poste. Et enfin, j'analyse le décor au sein du film monté, projeté. Après avoir étudié indépendamment chacun des décors dans les films, je mets en série mes premières analyses pour déceler des récurrences formelles ou techniques. L'occasion de dessiner une typologie des décors de Bernard Évin. Alors avant de développer mon propos et de décrire concrètement la démarche de travail de Bernard Évin, il est important de rappeler que déterminer une esthétique des décors de cinéma et plus particulièrement définir le style d'un décorateur est une entreprise un peu périlleuse. Puisque penser une esthétique des décors de cinéma revient à envisager l'ensemble des décors conçus par un décorateur comme une œuvre, comme un ensemble unique et caractéristique de sa carrière.
Or, à la différence d'un réalisateur dont l'autorité stylistique est reconnue, le décorateur est davantage perçu comme un technicien au service de l'imagination du metteur en scène dont il interprète en volume les idées. D'ailleurs, Benoît Barouche, qui est un chef décorateur français, interrogé par Françoise Piot, disait que concernant son métier, il parlerait plus volontiers d'analyse, de synthèse, d'interprétation que de création. De la même manière, Lucien Guettan, qui était donc professeur à l'IDEC durant la période de formation de Bernard Hévin, enjoignait ses étudiants à répondre aux exigences du film, aux exigences du réalisateur, sans trop imposer une forme, un style ou un aspect personnel. Ajoutez à cela, et comme Jean-Pierre Berthomé le remarque en introduction de son ouvrage « Décor au cinéma », la justesse du décor dépend traditionnellement de son invisibilité, puisque le génie du décorateur est de faire croire qu'il n'y a pas eu besoin de décorateur, un moyen de préserver l'illusion cinématographique. En cela, sommes-nous en mesure de déterminer une esthétique des décors de Bernard Hévin ? Alors de nouveau, c'est Jean-Pierre Berthomé qui répond à cette question et affirme qu'un décorateur expérimenté et en exercice durant plusieurs années conçoit malgré tout au long de sa carrière, une œuvre. Alors je me permets de citer son propos. La trace de ces personnalités, souvent remarquables, dont il ne faut pas oublier que, intervenant en amont de leur réalisation, à un moment où le film n'est encore qu'un projet à la recherche d'une forme, ils jouent un rôle essentiel dans la définition des choix qui arrêteront cette forme. Ce faisant, les meilleurs d'entre eux développent au fil des ans non seulement un style reconnaissable, mais ce qu'on est en droit d'appeler une œuvre, un ensemble cohérent de créations dont l'originalité se nourrit de la commande proposée tout autant qu'elle l'alimente à son tour. Alors, nourris de leurs expériences et des projets auxquels ils participent, les décorateurs affirment donc peu à peu leur personnalité. Et justement, ce compte-rendu, cette présentation, est destiné à déterminer les traits stylistiques qui rendent reconnaissables les décors de Bernard Hévin tout au long de sa carrière et tout particulièrement aujourd'hui au prisme de l'appellation décorateur-peintre. Alors la présentation s'organise en 3 parties. Nous nous intéresserons pour commencer à l'histoire des décorateurs artistes peintres, quelles sont les origines de cette catégorie professionnelle. Nous nous demanderons ensuite ce que Bernard Hévin entend, lui, par la nomination décorateur peintre et comment il s'approprie par la couleur cette distinction. Et enfin, nous analyserons plus en détail la gestion des couleurs de Bernard Hévin selon des préceptes picturaux pour les décors, en particulier des parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Alors, première partie, signification et origine de l'appellation décorateur peintre. Alors je débute cette première partie en citant les premiers mots de l'ouvrage Le décor de cinéma écrit par Françoise Piot. Le nom des décorateurs varie en fonction de leur formation, des studios et des latitudes. Art directeur ou production designer pour les anglo-saxons, architecte pour les germaniques, scénographe pour les latins ou artiste peintre pour les slaves. Comment nommer les décorateurs ? Au vu des nombreuses possibilités, le terme que les décorateurs choisissent pour se présenter donne des informations sur leur formation, sur leur manière de travailler, sur leur lieu d'exercice, mais surtout sur l'histoire de leur pratique. Décider d'un nom est déjà l'affirmation d'une identité. C'est pourquoi nous débuterons cette étude en revenant aux origines de l'appellation à laquelle on associe Bernard Hévin, décorateur, artiste peintre. Ceux qui autrefois le brossaient, ceux qui aujourd'hui le composent. Telle est la formule qui introduit les cours d'histoire du décor de cinéma d'Hugues Laurent, donc qui était professeur de l'IDEC entre les années 40 et 60, donc professeur de Bernard Hévin. Par cette citation hommage, Hugues Laurent rappelle les origines et l'héritage du métier de décorateur. Aux prémices du cinéma, dans les premiers ateliers de prise de vue, les équipes font appel aux techniciens venus du théâtre. En ce qui concerne la réalisation des décors, ce sont les décorateurs de théâtre, les artistes peintres décorateurs ou les peintres des toiles employées comme fond dans les ateliers de photographie qui sont appelés pour brosser les larges tentures, les larges toiles suspendues derrière les acteurs et les actrices.
Ainsi, l'expression décorateur-peintre fait d'abord référence aux origines du métier de décorateur, au tout premier décorateur et par extension à la pratique des artistes peintres convoqués. Ensuite, parallèlement à l'avènement du parlant, à la spécialisation des pratiques et des matériaux, au rythme des mutations technologiques qui facilitent les déplacements de la caméra sur le plateau, les décorateurs artistes peintres se divisent en deux groupes. Alors, les artistes peintres et les architectes. Plusieurs décorateurs, dont Léon Barsac et Lucien Aguetan, décrivent justement la période dans un article qui s'intitule « Spécificité du décor filmique » et publié en 1960. Donc je vous lis l'extrait qui nous intéresse concernant la période. Avec l'avènement du film parlant, c'est Lazare Mersenne, décorateur de René Clair et de Feder, qui finira par affranchir le décor de cinéma de toute survivance de ses premières origines, c'est-à-dire le décor peint. Mersenne fut le premier à utiliser à grande échelle le fer, le verre, le ciment, en faisant appel aux spécialistes du bâtiment et de l'industrie. Quant aux spécialistes décorateurs, l'évolution du décor de cinéma a amené la division en deux groupes des artistes peintres décorateurs de théâtre. D'un côté, ceux qui réunissaient les connaissances d'ensemble suffisantes devinrent architectes décorateurs de films, les autres restèrent artistes peintres décorateurs et exécutèrent les fonds, les panneaux décoratifs et plus tard les retouches des découvertes photographiques. À la fin des années 20, la distinction des artistes peintres célèbre d'une certaine manière l'affranchissement des pratiques des décorateurs de cinéma de celles du théâtre. Sous l'influence entre autres de Lazare Mersenne qui est cité dans l'article, les décors ne sont plus peints en aplat mais construits en 3 dimensions. L'architecte décorateur incarne l'artiste constructeur, le chef de projet des studios qui propose des espaces sensibles en volume pensés selon la mise en scène. Au contraire, les artistes peintres seraient restés cantonnés à l'exécution des fonds. Au fur et à mesure des années, au vu des demandes, les décorateurs se spécialisent majoritairement en architecture. Pour autant, le système de catégorisation, donc décorateur peintre et architecte, persiste et atteint la génération de Bernard Évin. Donc entre les années 40 et 60, au sein de leur cercle professionnel, les décorateurs sont toujours catalogués peintres ou architectes. Pour autant, à présent, tous les décors sont construits en volume, majoritairement en studio, répondent à des règles précises de conception et nécessitent la présence de spécialistes du bâtiment. Le terme artiste peintre n'est plus du tout assimilé à l'ornementation, mais témoigne dorénavant de la spécialité, de la formation préparatoire suivie par le décorateur. Avant d'entrer à l'IDEC, a-t-il suivi des cours de peinture aux Beaux-Arts ou s'est-il spécialisé en architecture ? L'appellation ne dépend pas du décor créé, du résultat, mais donne des informations sur la démarche de conception du décor. Au cours d'une discussion avec Bernard Évin, Jean-Pierre Berthomé revient sur ce fameux débat éternellement posé à propos des décorateurs peintres et architectes. Et il constate justement que même si le résultat, donc le décor, reste le même, la démarche, c'est-à-dire le temps de conception, diffère. Certains, les architectes, arrivent à la synthèse en passant d'abord par le volume puis par la couleur. Alors dans cette phrase, couleur se réfère à l'ambiance, à l'atmosphère. D'autres, les peintres, arrivent à la même synthèse en passant d'abord par la couleur puis par les volumes. Constat approuvé par Bernard Évin, pour qui cette distinction, telle qu'on lui a enseignée, reste une question personnelle. La qualification des décorateurs appartiendra alors au domaine de l'intime et ne serait perceptible qu'à la lecture ou à la découverte de certains documents préparatoires et en particulier les maquettes. Alors pourquoi les maquettes ? Parce qu'elles sont significatives du style d'un décorateur. Elle est un temps fondamental, un temps primaire dans le processus de création des décors. Et bien plus qu'une étape de travail, les maquettes sont, de par leur diversité plastique et l'intimité de leur cadre d'exécution, la manifestation du style des décorateurs. En tant que chercheur, étudier les maquettes permet d'approcher au plus près la personnalité d'un décorateur, de déterminer s'il est plutôt peintre ou architecte.
Et les architectes pensent donc d'abord à la plantation de la mise en scène dans un espace. Alors ils réalisent des esquisses perspectives très précises. Et différemment, les décorateurs peintres pensent d'abord à l'ambiance, au style de l'ensemble, sans se soucier au premier abord des données techniques. En somme, l'appellation décorateur peintre fait de 1 référence aux origines de la profession de décorateur, son lien avec le théâtre, et de 2 témoigne depuis les années 40 de la formation et de la démarche de travail d'un décorateur. En cela, en état, l'appellation choisie ne semble avoir aucune influence, aucun effet sur le résultat obtenu, sur le décor du film. Néanmoins, et c'est ce qui nous amène à la seconde partie de ma présentation, force est de constater que les décors de Bernard Évin sont pour la plupart très reconnaissables au moment de la projection, au-delà de l'étude de sa démarche de travail. Et en effet, à la différence de plusieurs de ses contemporains, ces décors sont extrêmement colorés, les couleurs ne se limitent pas aux bordures de la maquette. Dans ce cas, dans quelle mesure pouvons-nous désigner Bernard Évin de décorateur peintre et comment s'approprie-t-il son héritage? Alors, appropriation colorée d'un héritage professionnel et première manifestation des envies du peintre. Dans cette seconde partie, nous tenterons à partir d'entretiens de Bernard Évin de comprendre en quoi il peut être considéré ou non comme décorateur peintre. Alors je vous le rappelle, selon les discours et l'enseignement de l'IDEC, on nomme décorateur peintre tout décorateur qui a suivi une formation en peinture et qui réalise des maquettes plus proches de dessins d'ambiance, d'ébauches de toiles de peintre. Et force est de constater que Bernard Évin correspond complètement au profil du décorateur peintre des années 40-60. Déjà, avant d'intégrer l'IDEC, il se spécialise dans les arts picturaux aux Beaux-Arts. Il reçoit donc une formation de peintre. Ensuite, sa démarche de travail rappelle celle des décorateurs peintres décrite par Jean-Pierre Berthomé. Lorsque Bernard Évin conçoit un décor, il porte d'abord son attention sur les sensations éprouvées à la lecture du scénario, sensations qu'il traduit en dessins peints à la gouache dans ses maquettes. Bernard Évin débute toujours son travail par la retranscription métaphorique et instinctive d'une émotion. Il met d'abord en dessin des impressions visuelles. Il l'explique lors d'un entretien pour les cahiers du cinéma et donc je vous lis son intervention. Pour commencer, je fais des maquettes peintes. Les plans viennent ensuite. Bien sûr, je pense un petit peu en même temps à l'implantation, mais d'abord surtout à l'ambiance, aux lieux et aux couleurs. Cette première attache lui permet de concevoir ce qu'il appelle un décor visuel, soit un décor pensé pour accompagner un récit, pour rendre l'espace expressif et non pas seulement utilitaire ou fonctionnel. De plus, effet plus étonnant, les maquettes de Bernard Évin rappellent les toiles brossées des premiers décorateurs artistes peintres venus du théâtre. En effet, Bernard Évin condense en un plan large de face l'ensemble des éléments du décor au sein de sa maquette. La référence justifie l'affiliation du décorateur à son histoire et l'appropriation stylistique de son héritage d'artiste peintre décorateur. En somme, de par sa formation, sa démarche de travail et son hommage aux décorateurs artistes peintres venus du théâtre, Bernard Évin respecte les prescriptions de ses professeurs de l'IDEC et incarne parfaitement l'image du décorateur peintre tel que présenté à l'aune des années 50. Pour autant, il va plus loin que ses contemporains. Pour lui, la référence à la peinture ne dépend pas seulement de l'histoire de sa profession ou de sa formation ou de sa démarche de travail. Il associe en plus la peinture aux couleurs. Les décorateurs peintres contemporains de Bernard Évin utilisent aussi les couleurs, mais ils les restreignent souvent à l'espace de la maquette. Ils ne les emploient que très rarement dans leur décor. Associer sa spécialité de décorateur peintre à la couleur jusque dans ses décors est, à l'époque, au cours des années 50, un fait assez surprenant. Au cours d'un entretien audio mené de nouveau par Jean-Pierre Berthomé et libre d'écoute à la BNF, l'auteur et professeur s'étonne que les premiers décors de Bernard Évin pour Le Bel Indifférent de Jacques Demy et On ne badine pas avec l'amour de Jean Dessailly soit en couleur à une époque où on tourne principalement en noir et blanc, à une époque où Bernard Évin, en tant que stagiaire et assistant, ne s'était jamais confronté à la couleur.
Bernard Hévin explique que pour penser justement ses premiers décors, il a fait appel à ses envies de peintre. L'envie de mettre de la couleur comme il en mettrait dans la peinture. Une envie assez courageuse. Au début des années 50 jusque dans les années 60, proposer des décors polychromes est un fait assez rare. Les réalisateurs comme les techniciens craignent les effets des couleurs qu'ils ne pensent pouvoir pleinement maîtriser. Le système de production n'encourage pas non plus les tentatives colorées audacieuses. La plupart des décorateurs en exercice durant la période évitent les effervescences chromatiques et définissent plutôt une palette sobre au ton feutré. Cela facilite la communication entre les différents corps de métier et limite les heurts chromatiques. D'ailleurs, pour le bel indifférent, plusieurs décorateurs chevronnés affirmaient à Bernard Hévin qu'une demi-heure dans un décor entièrement rouge ne serait jamais supportable. Alors, on peut aisément comprendre ces réticences. Au contraire des peintres, les réalisateurs comme les techniciens n'entretiennent pas un rapport physique avec leur toile et ne perçoivent pas directement l'effet de leur mélange coloré déposé sur la feuille. Au cinéma, la couleur n'est perceptible que par l'intermédiaire d'appareils ou après l'intervention de pratiques nécessaires comme le travail de la lumière pendant le tournage ou l'étalonnage au montage. De même, le peintre travaille la couleur sur une toile dont l'objet ou le paysage est immobile. Le cinéma, quant à lui, pense la couleur sur une toile mouvante. Entre chaque plan, difficile d'éviter les discordances colorées. Face à toutes ces difficultés, Jacques Aumont affirme même que composer l'ensemble d'un cadre en termes de couleurs reste au cinéma, sauf cas exceptionnel, de l'ordre de l'utopie ou de l'aléatoire. Alors Bernard Hévin est-il un cas exceptionnel ? Comment parvient-il à maîtriser les couleurs dans ses décors? Et nous allons tenter de répondre à cette question dans notre troisième et dernière partie, concevoir une toile mouvante, référence et transposition des préceptes picturaux à l'art de décor de film. Donc le système de production contemporain à Bernard Hévin n'encourage pas les tentatives colorées audacieuses. De plus, les préceptes de ses professeurs de l'IDEC, déjà méfiants envers la couleur, invitent plus à la retenue qu'à l'exposition franche de son style. Pour assouvir ses envies de peintre, Bernard Hévin sort alors du système et rejoint un milieu plus propice aux expérimentations. Alors sans rompre complètement avec son enseignement, il se rapproche malgré tout de ses amis et pour la plupart de jeunes réalisateurs en lien ou associés à la nouvelle vague. Le cadre le plus favorable à son émancipation artistique reste par exemple celui de ses collaborations avec Jacques Demy, alors qui est un réalisateur mais qui était aussi son camarade aux Beaux-Arts de Nantes et aussi son colocataire parisien. Ils partagent une même formation artistique, la même passion pour la peinture et par extension bien sûr des références communes. De par leur amitié, Jacques Demy fait toujours appel à Bernard Hévin qui l'intègre pleinement dans le processus créatif de ses films. Au vu de la place laissée aux décorateurs dans ses projets, de la quantité aussi plus importante de ressources documentaires les concernant, je vous propose aujourd'hui, et aussi dans l'espoir de respecter bien sûr le temps imparti, de me concentrer spécifiquement sur les parapluies de Cherbourg, donc film de 1964. Il est représentatif des caractéristiques typiques des décors de Bernard Hévin et de ses qualités de peintre. Alors pour les parapluies de Cherbourg, le réalisateur souhaite un espace très sensible et expressif pour accueillir l'histoire des amours malheureuses de Geneviève et Guy, donc deux jeunes et modestes amants séparés par la guerre d'Algérie et aussi la pression des conventions sociales. Pour obtenir un tel effet, Demy propose à Bernard Hévin de s'inspirer du fauvisme, donc un mouvement pictural du début du XXe siècle. Demy indique au décorateur qu'il veut de la couleur, il veut du Matisse, il veut du Miro, il veut toujours des peintres pour qui la couleur est importante. Le réalisateur désire des teintes pures, percutantes, flamboyantes. Alors pour intensifier la présence des couleurs, Bernard Hévin emploie une technique picturale connue et théorisée par Eugène Chevreul dans son ouvrage La loi du contraste simultané des couleurs, publié en 1839.
Alors Bernard Évin sait que la perception d'une couleur dépend de son environnement chromatique. Ainsi, à l'image des impressionnistes au milieu du 19e siècle ou des pointillistes à la fin du 19e, Bernard Évin associe dans ses décors des couleurs complémentaires et renforce ainsi leur intensité lumineuse, l'occasion de raviver les pigments et de provoquer un choc visuel assez intense. À titre d'illustration, la rencontre du jaune et du bleu en peinture est l'un des exemples les plus probants de l'efficacité de cet effet physique. Léonard de Vinci l'employait, tout comme Auguste Renoir pour un autoportrait ou encore Pablo Picasso pour les Demoiselles d'Avignon. Dans ses maquettes, puis dans les décors tapissés et peints, Bernard Évin transpose au cinéma cet effet dans la chambre de Geneviève, donc jouée par Catherine Deneuve. Le jaune et le bleu de la chambre ne sont ni choisis ni placés aléatoirement, ils s'inscrivent dans la lignée des techniques des maîtres peintres. Les deux teintes d'une même saturation, celle du papier peint bleu ciel, bleu marine et du parquet jaune miel, renforcent mutuellement leur présence. Elles gagnent en intensité. La chambre de Geneviève est donc un espace pensé selon les règles de gestion de la couleur en peinture. Dans son ouvrage L'œil interminable, Jacques Aumont interroge entre autres les rapports entre la peinture et le cinéma. Associant les couleurs à l'art pictural, il relève les différences de gestion et de pratique d'application des couleurs entre l'écran et la toile. Et selon lui, obtenir un effet aussi élémentaire que la juxtaposition dans l'image d'un jaune et d'un bleu, pour les renforcer mutuellement, est un tour de force technique impliquant une maîtrise assez improbable, un degré de précision rarement atteint au cinéma. Alors loin d'être un fantasme, le décor de Bernard Évin démontre les possibilités offertes par la rencontre de la pratique du décor et de la peinture au cinéma. En définitive, Bernard Évin s'inspire des pratiques des artistes peintres, de ses cours aussi des beaux-arts, pour réaliser ses décors. Bien sûr, je n'étudie ici que la chambre de Geneviève, mais on retrouve le même procédé pour Les Demoiselles de Rochefort, un autre film de Jacques Demy sorti en 1967, ou À double tour, film de Claude Chabrol sorti en 1959. Deuxième sous-partie, position des couleurs chaudes et des couleurs froides, favoriser la profondeur atmosphérique et définir les volumes dans le cadre. Alors lors du tournage, Jacques Demy s'inspire des couleurs appliquées par Bernard Évin dans les rues cherbourgeoises pour composer son plan. Sans storyboard, il prévoit sa mise en scène à la découverte du décor. Comme une toile peinte à quatre mains, le réalisateur investit l'espace coloré par son décorateur. Il décide de sa mise en scène selon les propositions formelles, chromatiques de Bernard Évin, qui envisage au préalable la position des acteurs et de la caméra et dispose les couleurs en conséquence. Comme aucune méthode précise de gestion des teintes n'est proposée aux décorateurs à l'époque, eh bien Bernard Évin s'inspire naturellement de ce qu'il connaît des préceptes picturaux dont il partage les connaissances avec Jacques Demy. Donc par exemple, ils transposent ensemble, tous les deux, l'effet optique suscité par la disposition des teintes chaudes et froides en peinture. Alors pour résumer rapidement, les couleurs sont classées en deux températures selon leur effet sur la perspective. Les éléments portant une couleur froide ou une teinte moins saturée paraissent plus lointains. Les éléments portant une couleur chaude ou plus saturée paraissent plus proches. Alors Amandine Gilles, spécialiste d'histoire de l'art et peintre, l'explique plus clairement que moi. Alors je cite son ouvrage. Raisonné ou pas, il s'avère que les couleurs froides agissent sur nous avec un sentiment d'éloignement, comme si ces couleurs étaient plus lointaines que les couleurs chaudes. C'est pour cette raison que les plans rapprochés en peinture sont réalisés dans des teintes chaudes, tandis que les plans éloignés sont dans des teintes froides. De cette manière, les perspectives atmosphériques sont parfaitement réalisées. Plus un élément prend de la distance, puis il se refroidit et pâlit. À maintes reprises, donc Bernard Évin et Jacques Demy conçoivent leurs plans selon cet effet optique. Par exemple, afin d'amplifier l'effet de profondeur du corridor du dancing traversé par le jeune couple au début du film, Bernard Évin place le rose framboise d'une affiche et le rouge des néons de l'enseigne au premier plan d'un long couloir vert d'eau.
Autre exemple, les couleurs de l'appartement de Tante Élise, donc joué par Mireille Perry, sont choisies et agencées selon cette même logique. Les murs de l'appartement sont majoritairement recouverts de bleu cyan et vert bouteille, donc soit deux couleurs plutôt froides. Pour mettre Tante Élise en avant, un lourd rideau rouge velours suspendu à son lit, une couette bordeaux, une boiserie foncée et des linges blancs captant la lumière sont placés au premier plan. La couleur chaude ressort davantage au contact des couleurs froides de l'arrière-plan, ce qui intensifie la perspective entre le couloir et la pièce principale où la marraine de Guy s'endort. La technique picturale suivie ici n'est pas un cas isolé ou réservé à Jacques Demy. Par exemple, dans À double tour, donc le film de Chabrol, qui est sorti en 1959, donc avant les parapluies de Cherbourg, Bernard Évin a participé, a conçu les décors en collaboration avec Jacques Saunier. Et donc les couleurs des pièces en enfilade de la grande maison de la famille Marcoux, donc c'est une famille en crise blessée par l'absence d'un père et l'épuisement d'une mère, sont agencées selon les mêmes principes d'organisation et de température. La chambre jaune et rouge de Thérèse Marcoux, jouée par Madeleine Robinson, jouxte une salle de bain vert pâle. La différence de couleur entre les deux pièces permet simplement et rapidement de les distinguer. L'image est bien plus lisible, les espaces bien définis, la profondeur de champ accentuée. Les couleurs influencent notre perception des volumes. Donc les spectateurs, sous l'influence des décors, lisent finalement le plan comme ils observent une toile en peinture. Et enfin, dernière sous-partie, penser une toile en mouvement. Loin d'être le fruit du hasard, un long travail en amont permet à l'équipe d'agencer ainsi les couleurs et de penser les plans d'une toile en mouvement. Pour maîtriser l'harmonie entre les silhouettes et le cadre de l'action, Bernard Évin et Jacqueline Moreau créent pour les parapluies de Cherbourg une charte générale des couleurs qu'ils utiliseront ensuite pour d'autres projets. Le couple met au point une frise chronologique et chromatique du film pour prévoir l'effet d'une teinte à la rencontre d'une autre. Bernard Évin décrit le procédé à Jean-Pierre Berthomé. Alors je vais lire rapidement, c'est au cours d'un entretien pour la revue Cinéma. Pour prendre le cas des parapluies, on a repris le script, on s'est fait des petits papiers de couleur. Là, le décor est rouge, elle est dedans en violet et elle sort. Elle rencontre un tel qui est de telle couleur. Et l'on se faisait comme cela une charte générale des costumes et des décors. On vérifiait si cela se plaçait bien d'une scène à l'autre. Ils forment une sorte de partition colorée destinée à contenir la profusion des teintes en un ensemble cohérent. Donc cette méthode permet de contrôler les effets inattendus de la couleur au service de la narration et de l'esthétique. C'est un outil efficace de transposition de l'espace pictural au décor coloré d'un film. Pour conclure, finalement, par de telles compositions, Bernard Évin renouvelle la nomination au décorateur peintre telle qu'elle était pensée par les décorateurs chevronnés, telle qu'elle était pensée par ses professeurs. Il dépasse le cadre de l'intime et expose explicitement sa spécialité, son attache à l'art pictural à travers la couleur, et cela au-delà de ses maquettes. Il prend, pour le dire un peu familièrement, la nomination décorateur peintre au pied de la lettre. Il la conçoit au prisme des couleurs et s'inspire des gestes des peintres. Il unifie l'art pictural et l'art du décor. Tout au long de sa carrière, dans ses décors, nous retrouvons cette forme d'hybridité caractéristique de son caractère. Naturellement, son style se mêle tout de même à l'univers du réalisateur et s'accommode des conventions du film. Pour autant, cette technique devient un motif esthétique à part entière. Le décorateur ne produit pas seulement un espace figuratif ou discursif, mais un cadre esthétique dans lequel il peut plus librement s'épanouir. Un espace de beauté autonome, suscitateur d'une émotion artistique. Sous l'influence de Bernard Évin, l'appellation décorateur-peintre ne désigne plus seulement une démarche de travail, un processus, mais au contraire désigne une forme d'aboutissement, une fin en soi.